Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, à la veille de l'ouverture du haut sommet des chefs d'État burkinabais et ivoiriens, les experts réunis à Yamoussoukro dévoilent les nouveaux projets de coopération. Le traité d'amitié qui lie le Burkina à la Côte d'Ivoire est riche de 7 nouveaux dossiers de coopération qui vont de l'économie numérique à l'urbanisme en passant par la jeunesse. Il faut sauver le Carité. Le cri de cœur est lancé de Léo dans la Sicile par de farouches défenseurs de l'environnement. L'arbre dont des milliers de personnes tirent grand profit est menacé de disparition. La faute au non-respect strict de la loi protégeant le Carité. L'effondrement d'un barrage au Laos a coûté la vie à au moins 30 personnes, tandis qu'une centaine est portée disparue. Le barrage hydroélectrique en construction dans le sud-est du pays a cédé, libérant des milliards de mètres cubes d'eau et submergeant 6 villages entiers. Bienvenue à tous. La représentante résidente du département Afrique du Fonds monétaire international était dans les locaux du palais de Kossiam dans l'après-midi de ce mercredi. Mamadou Diouf est en fin de mission au Burkina, occasion pour elle de faire le point de la coopération menée sous son leadership entre le FMI et le Burkina. Le compte-rendu avec Césaire Carfo et Aruna Marie. La représentante résidente du département Afrique du Fonds monétaire international FMI est en fin de mission au Burkina Faso. Mame Astou Diouf fait ses adieux au président du Faso. Mais avant, elle a d'abord présenté le bilan de son séjour au chef de l'État. La croissance continue à être forte et à s'accélérer, malgré les chocs que le pays a connus. Je pense que ça, c'est louable, tout autant que la mobilisation des recettes et les fondamentaux macroéconomiques qui continuent d'être solides. Il y a d'autres activités aussi qui ont été faites, notamment l'assistance technique, qui vise à aider les autorités locales à mettre en œuvre les réformes et à discuter de sujets importants du moment, notamment la gestion des risques liés au PPP, la gestion de la masse salariale, aussi tout ce qui est efficacité de l'investissement. Arrivé en 2016, Mame Astou Diouf s'est investi aux côtés du Burkina pour la mise en œuvre du PN2S, une coopération qui va se poursuivre dans le cadre d'un plan triennal. L'opportunité d'assister, d'aider le pays à mettre en œuvre son programme, à mettre en œuvre les politiques macroéconomiques et les réformes que les autorités ont en tête, en leur apportant des exemples de qu'est-ce qui a bien marché dans d'autres pays et en pratique comment faire, mais aussi par le financement. Mame Astou Diouf va rejoindre le siège du FMI à Washington. Là-bas, son expertise est sollicitée au sein de l'équipe du fonds qui travaille sur les projets au profit du Kenya. Le chiffre 7 à l'honneur à Yamoussoukro, le 7e traité d'amitié de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire annonce l'élaboration de 7 nouveaux projets de coopération. Les experts des deux pays ont achevé leurs travaux préparatoires hier mardi dans la capitale politique ivoirienne. Présentation de ces nouveaux domaines de coopération avec notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Vincent Kendroboko. Les travaux des experts se sont poursuivis ce mardi à Yamoussoukro sur les différents dossiers du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. C'est un exercice fastidieux, tantôt en plénière, tantôt en commission, pour élaborer tous les documents à soumettre aux décideurs politiques. Les 2 points essentiels consistent à faire le point de la mise en œuvre des décisions et recommandations du dernier sommet du TAC à Ouagadougou, puis d'élaborer des projets d'accord de coopération entre les deux pays. Les travaux doivent continuer dans la nuit de ce mardi avant d'arriver à des conclusions officielles, mais déjà on peut noter 7 nouveaux projets d'accord de coopération qui sont à l'étude. Il s'agit de coopération entre les deux gouvernements en matière d'économie numérique et de postes, d'urbanisme et habitat, de coproduction, formation et d'échanges cinématographiques et audiovisuels. 2 fonds sont également en étude par les experts. Il s'agit du fonds de l'amitié et de la coopération ivoiro-burkinabé pour l'insertion des jeunes et un autre du même type pour la promotion de la femme. Les techniciens vont définir les modalités pratiques de leur fonctionnement.
Coopération entre le médiateur du Faso et celui de la République de Côte d'Ivoire, lutte contre la traite transfrontalière des enfants, ce sont autant de nouveaux projets de coopération que les experts du TAC doivent déposer sur la table du Conseil conjoint de gouvernement qui a lieu jeudi dans la capitale politique ivoirienne. C'est donc sur une note de satisfaction que les travaux se sont achevés à Yamoussoukro. Les chantiers de coopération avancent bien et mieux, les nouveaux projets vont davantage renforcer l'intégration entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Voyons toujours avec notre envoyé spécial l'état d'avancement de certains chantiers en cours dans le cadre du TAC. Vincent Kedrebego. L'un des dossiers emblématiques du traité d'amitié et de coopération, c'est la construction de l'autoroute entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Côté burkinabé, ce projet connaît des avancées significatives depuis le dernier TAC à Ouagadougou, surtout avec la bonne intention d'un tout nouveau partenaire du Burkina Faso, la République populaire de Chine. Il y a eu des échanges dans le cadre de la nouvelle coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. Donc les Chinois ont manifesté leur intérêt pour accompagner le Burkina Faso dans la réalisation de ce projet. Nous attendons simplement que les autorités puissent signer les accords qu'il faut pour ça. Et avec les Chinois, nous avons donc pu arrêter un chronogramme d'intervention qui va commencer courant 2019 pour le tronçon qui part de Ouagadougou jusqu'à Bourg-Gulasso, donc sur environ 350 km. Autre sujet de grand intérêt pour le Burkina, c'est la fourniture d'électricité par la partie ivoirienne. On a noté qu'il y avait quelques limitations du côté ivoirien, mais ils se sont engagés à lever ces limitations afin d'amener les niveaux d'importation au niveau souhaité par le Burkina. Le deuxième point qui a été discuté, c'est l'électrification transfrontalière. Il s'agit actuellement d'électrifier 8 localités transfrontalières. La coopération concerne plusieurs domaines et s'étend jusqu'au secteur de la communication où plusieurs partenariats se nouent entre les médias publics des deux pays. Il y a une convention qui est un projet qui pourrait être signé, si tout va bien, entre la RTB et la RTI. Les différents directeurs des organes publics du Burkina ne sont jamais venus au TAC. Cette fois-ci, nous avons voulu être plus opérationnels en les conviant au TAC pour nouer d'autres partenariats. Au niveau de l'Institut des sciences et techniques de la communication du Burkina qui forme les journalistes et l'école de Côte d'Ivoire aussi, l'ISTC qui forme aussi les journalistes en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a un partenariat aussi qui se noue. Toutes les parties se sont félicitées du bon déroulement des débats, des travaux co-présidés par les deux directeurs généraux des relations bilatérales, Olivia Rwamba du Burkina et Eric Ndrikami de la Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de ce 7e traité d'amitié et de coopération qui se tient en Côte d'Ivoire, nous vous proposons d'en mesurer les effets sur la vie des populations. Alassane Bambara est un artiste peintre installé au bord de la lagune Ébrié, et ce depuis le début des années 2000. Un exemple concret de l'amitié entre Burkinabés et Ivoiriens que nous présentent Bilidou Bazongo et Moussa Sano. Alassane Bambara, un Burkinabé qui fait de la peinture son gagne-pain à Abidjan. Âgé de 47 ans aujourd'hui et installé depuis 2002 dans la capitale économique ivoirienne, le natif de Bobo de l'associé a forgé une solide réputation. C'est un jour, je regardais une émission où je vois qu'ils sont en train de montrer ce genre de travail et ça m'a plu. Comme j'avais un peu de ça dans mon sang, j'ai essayé de développer. J'ai commencé à faire ça et puis je vois que ça me réussit un peu. Chef de cet atelier situé dans les quartiers de Plateau d'Abidjan, l'artiste burkinabé qui est marié et père de 4 enfants gagne bien sa vie. Les prix de ses œuvres varient entre 10 000 et 600 000 francs CFA. Moussa Douamba est lui aussi burkinabé. Il est un des amis et fidèles clients de l'artiste. Franchement dit, c'est l'un des artistes, une fierté de la communauté. Très discret, mais qui fait du bon boulot. Il a plus de 2000 œuvres sur place ici et on a vraiment
des difficultés pour choisir quand on rentre dans l'atelier de M. Bambara. Outre les clients, les stagiaires, notamment ceux de l'Institut national des beaux-arts de Côte d'Ivoire, ne tarissent pas de loge pour Alassane Bambara. C'est aussi le cas pour ce jeune burkinabé, un de ses employés. Quelqu'un qui travaille avec une personne qui est simple, voilà, qui est compréhensive en toutes choses, je pense que voilà, tout est bon. C'est quelqu'un aussi qui cherche à réaliser certaines choses pour que nous puissions agrandir l'atelier que vous voyez, pour qu'un jour nous puissions même donner peut-être des cours voilà, aux jeunes pour pouvoir faire quelque chose. Agrandir son atelier, c'est l'un des rêves de Alassane Bambara, l'artiste burkinabé très heureux devant l'image de son pays à l'étranger. Autre rêve de l'artiste burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, pouvoir participer à la prochaine édition du CIAO et également voir un jour ses tableaux exposés partout au Burkina. Voilà, eux sont chargés de magnifier le pays en dehors de ses frontières. Les diplomates ont été célébrés hier dans la capitale Ouagadougou. L'Institut des hautes études internationales a livré sa dernière cuvée formant la 7e promotion des élèves diplomates. Ils étaient épaulés par des aînés de la profession, mais aussi par des exemples de diplomatie réussie. Amado Ardo Diko nous en parle. Avec pour nom de baptême tous engagés dans l'unité, cette 7e promotion est composée de 24 étudiants en fin du cycle, désormais titulaires d'un diplôme en diplomatie et relations internationales, dont 13 en options politiques internationales, 9 en droit et 2 en finances internationales. Une nouvelle génération de diplomates qui aura pour défi à relever les impératifs du moment qui s'énoncent en termes de cohésion sociale, la lutte contre le terrorisme et la relance économique. On va les inviter à s'abreuver donc à la nouvelle politique, la diplomatie que le président du Faso, lorsqu'il a reçu les ambassadeurs et consuls généraux, comment il a décliné donc sa vision en matière de diplomatie. Et donc c'est important qu'il s'en imprègne, qu'il s'en inspire. Le parrain de cette 7e promotion a prodigué à ses filleuls des conseils professionnels et des valeurs à respecter qui leur seront utiles dans la poursuite de leur carrière. De voir l'intérêt national plutôt que l'intérêt individuel, c'est de ça qu'il s'agissait. Aussi de parler de l'humilité qui est connue des Burkinabés. C'est quelque chose qu'on a, quelque chose qu'on intègre, quelque chose qu'on cultive et quelque chose aussi qu'il faut distribuer. Pour le major de cette promotion, faire rayonner le Burkina Faso sur l'échiquier international fait partie désormais des priorités. Relativement aux ambitions, c'est de se mettre à la disposition de la diplomatie burkinabé, de travailler au rayonnement du Burkina Faso à l'extérieur. Cette 7e promotion, la 4e post-insurrection, a désormais la reconnaissance académique et institutionnelle pour exercer et mettre en valeur des connaissances acquises. À l'hémicycle, 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. La plénière d'hier s'est intéressée à 2 accords de financement avec la Banque mondiale d'une part et la Banque ouest-africaine de développement d'autre part. La production et le transport de l'énergie en sont les sujets. Précision avec Oualen Ebié et Pascal Canet. C'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a adopté les 2 projets de loi autorisant le gouvernement à ratifier des accords de prêt avec la Banque mondiale et la Banque ouest-africaine de développement. Le premier accord de prêt avec la Banque mondiale servira au financement des réformes du secteur de l'énergie en améliorant notamment les finances et la gouvernance dans le secteur. Le second accord de prêt avec la BOAD servira au financement partiel d'un projet de renforcement du réseau interconnecté. À terme, c'est l'amélioration de la production et la distribution de l'énergie qui est recherchée. Il était important donc, que nous puissions augmenter l'ossature de ces lignes-là, et c'est ce qui a été fait. Et donc, il y aura donc les lignes au niveau donc, de Ouaga pour faire la boucle à 90 kV, et aussi la ligne Zaktouli-Koudgou qui va passer aussi à 90 kV. Et ces lignes-là permettront pour ce qui est de Koudgou, vu qu'il y aura une centrale de 20 MW là-bas, de pouvoir donc ravitailler Ouaga. Et aussi donc pour la boucle, c'est de pouvoir donc fluidifier. L'un dans l'autre, ces projets vont permettre donc d'améliorer l'accessibilité donc de nos populations donc à une énergie qui soit sûre, et aussi permettre à ce que dans le cadre donc des interconnexions avec donc les différents pays,
que le Burkina Faso puisse avoir une ligne qui soit suffisamment forte et qui permette vraiment d'avoir une énergie donc en continu. L'accord de prêt avec la Banque mondiale s'élève à 27 milliards de francs CFA, soit 12 milliards 500 millions de francs CFA sous forme de dons et 25 milliards sous forme de prêts. Celui de la BOAD est un prêt qui s'élève à 9 milliards 500 millions de francs CFA. L'adoption de ces lois fera sûrement baisser la tension au sein de la coalition nationale des OSC pour la promotion des énergies renouvelables. Pour l'heure, elle en appelle à une meilleure mise en œuvre de la politique d'énergie renouvelable. La coalition a procédé à une évaluation de la dite politique et en livre les résultats au cours d'une conférence de presse suivie par Paul-David Bambara et Ruth Biniwatara. Elles sont 19 organisations de la société civile réunies au sein de la coalition nationale des OSC pour la promotion des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie durable et l'efficacité énergétique au Burkina. Un atelier de 48 heures leur permet d'avoir un regard panoramique sur la conduite de la politique actuelle en matière d'énergie renouvelable et de soulever les difficultés. La faible clarification des rôles de certaines structures publiques, la duplication de mandats de certaines structures en charge de l'énergie, l'insuffisance de coordination entre les structures publiques dans la mise en œuvre des actions sur le terrain. On peut noter aussi l'absence de services déconcentrés du ministère de l'Énergie. La coalition nationale souhaite une plus grande implication des OSC, notamment pour l'utilisation et la sensibilisation des populations à l'utilisation des énergies renouvelables. Une décision qui se veut plus efficace si elle est accompagnée d'autres actions. La clarification des missions des structures publiques du ministère en charge des énergies renouvelables et des services rattachés. La mise en place d'un cadre de concertation des structures publiques, la déconcentration du ministère de l'Énergie et l'implication des OSC dans l'élaboration des projets et propositions de loi. La coalition en appelle aussi au droit de regard de l'État sur la qualité des produits qui franchissent les frontières du Burkina. Même exercice face à la presse, cette fois pour dénoncer des conditions de travail à l'ONATEL. Le syndicat national des télécommunications prend à témoin l'opinion publique sur les relations conflictuelles qui perdurent entre les agents de l'Office national des télécommunications et leur directeur général. Compte rendu signé Souleymane Sanou et Oumar Zombré. Les travailleurs de l'ONATEL prennent à témoin l'opinion publique sur la crise sociale que traverse la société. Selon eux, elle résulte de la non-application du protocole d'accord. Suite à des négociations sur la plateforme revendicative de Sinatel, un protocole d'accord avait été signé entre le Sinatel et la direction générale de l'ONATEL SA sous la médiation du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Le problème qui se pose aujourd'hui réside dans la mise en œuvre intégrale de ce protocole d'accord. Les commissions ont déposé leurs rapports, mais le directeur général les a pratiquement tous rejetés. Selon le syndicat national des télécommunications, le directeur général fait la sourde oreille et refuse de tenir ses engagements malgré la médiation du ministère de tutelle. Malgré l'intervention du ministre de tutelle comme médiateur, le directeur général s'est joué de tout le monde. Il prend des engagements avec l'autorité et fait autre chose. Pour le sénateur, le directeur général a perdu tout crédit et tous ces agissements vont plonger l'entreprise dans une crise permanente. Par son comportement, il a provoqué 2 mouvements d'humeur des travailleurs en moins de 2 mois. Le sentiment qu'ont les travailleurs et d'autres acteurs est que le directeur général veut faire crouler l'ONATEL. À travers cette conférence de presse, le Sinatel interpelle le gouvernement. Il appelle à veiller sur le respect du cahier de charges et à procéder au bilan de la privatisation conformément aux recommandations de son dernier congrès. Les 1er et 2 août prochains, Ouagadougou va abriter un séminaire régional sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Ce séminaire va enregistrer la présence effective des épouses des chefs d'État africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique. Plus de précisions sur cette rencontre avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo.
L'information principale de cette conférence de presse, c'est la tenue du 1er au 2 août prochain de ce séminaire de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et le programme de plaidoyer dans les États membres de l'Organisation de coopération islamique OCI. Ce séminaire verra la participation des premières dames des pays membres de l'OCI et la première dame du Soudan et l'invité spécial du Burkina Faso au regard de son expérience et son engagement aux côtés de son époux dans la lutte contre le cancer. Les premières dames conduiront des délégations d'experts auxquelles s'ajoutent des personnalités de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, des experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et des partenaires de l'Arabie saoudite et de la Turquie. Ce séminaire régional va se dérouler sur 2 jours, avec pour principal objectif de renforcer les capacités des premières dames en matière de leadership et de plaidoyer pour la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les pays membres du groupe Afrique de l'OCI. Il s'agira spécifiquement pendant ces 48 heures de présenter l'état des lieux du fardeau croissant du cancer dans les pays membres du groupe Afrique de l'OCI, d'identifier les voies et moyens par lesquels les premières dames peuvent renforcer leur rôle de leader pour lutter efficacement contre le cancer et sauver des vies dans le cadre des politiques sanitaires de leurs pays respectifs. En plus, les premières dames auront, entre autres, à s'informer sur les opportunités et les meilleures pratiques régionales et promouvoir des mécanismes de coordination en matière de registre de cancer, de planification et de mise en œuvre du contrôle du cancer afin de renforcer le système de santé. Le comité espère que cette rencontre de Ouagadougou va marquer un tournant décisif dans la lutte contre le cancer dans les pays concernés. Et à côté de cet engagement, il y a celui mené pour l'éducation des jeunes filles à la santé de la reproduction. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement initie chaque année un camp destiné aux lycéennes et collégiennes du Burkina. Cette année, le centre veut amener le maximum d'entre elles à dire non, franchement, aux rapports sexuels précoces. Nongba Kouda et Nathalie Sawadogo pour le reportage. Des jeunes filles des lycées et collèges à l'école de la lutte contre la sexualité précoce et ses conséquences. L'initiative est du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, CRIGED. L'objectif visé, renforcer les capacités de ces jeunes filles en matière de communication interpersonnelle en leur apprenant comment communiquer pour dire non franchement aux rapports sexuels précoces qui sont les causes des grossesses précoces et non désirées. Nous sommes confrontés actuellement à de nombreux cas de grossesse non désirées et l'actualité nationale est vraiment très animée par des cas de viol qui sont relatés par les médias. Et donc nous pensons que avant de pouvoir agir au niveau des partenaires, il faut agir d'abord au niveau des filles elles-mêmes et renforcer leurs capacités, tout en agissant donc au niveau des partenaires pour travailler donc à éradiquer ces comportements. Pour la période 2012-2016, 6400 filles enceintes ont été recensées dans les établissements scolaires du Burkina Faso, selon le Conseil national de la population. Des grossesses qui touchent à la fois les filles du primaire, 2970 cas, du secondaire et du supérieur, d'où l'urgence pour la directrice exécutive du CRIGED d'agir vite pour éradiquer le fléau. Nous allons parler de développement personnel, c'est un thème pendant lequel nous parlons de confiance en soi, connaissance de soi, acceptation de soi et affirmation de soi. Nous parlerons également du développement psycho-affectif, les différents textes et lois sur la sexualité des enfants et les violences sexuelles faites aux filles. Nous parlerons de l'insécurité, les divertissements à risque en général, le cas des drogues. Il est prévu un camp pour les garçons du 18 au 26 août prochain à Ouagadougou.
Et au tribunal militaire de Ouagadougou, les auditions se poursuivent. Et ce matin, le soldat Amadou Zongo était de retour à la barre, ainsi que le sergent Yaya Guiré. Ce dernier, alors mécanicien spécialisé du RSP en 2015, a livré des informations qui ne sont pas sans conséquences pour certains de ses co-accusés. Des précisions avec Zoubaviel David Dabiré. Face aux charges d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de dégradation aggravée des biens retenus contre lui par le parquet militaire, le soldat de première classe Amadou Zongo reste inflexible. En plus de ne pas les reconnaître, il se pose en victime des juges d'instruction qui auraient, selon ses allégations, trahi l'esprit de ses propos. Il reproche notamment aux juges d'instruction d'avoir mal transcrit ses propos en notant par exemple le mot patrouille au lieu de faire un tour en ville. Fort de ce qu'il qualifie de déclarations mensongères à son encontre, il balaie du revers de la main tous les procès-verbaux établis en enquête préliminaire. Et son avocat, maître Alexandre Sanouidi, enfonce le clou en soulignant, je cite, « Les procès-verbaux ne constituent pas la Bible et il faut tenir compte du contexte de ces auditions. Ce qui vaut à ce procès, c'est l'instruction à la barre. » Fin de citation. Si la remarque est jugée pertinente par la plupart des avocats de la défense dont les clients ne cessent de dénoncer les résultats des enquêtes préliminaires, au niveau des avocats des parties civiles, l'on crie au scandale. Pour Maître Prosper Farama, ces propos sont d'une extrême gravité et des procédures existent pour porter plainte contre le juge d'instruction, avec preuve à l'appui si l'on estime que ces auditions ont dérogé aux règles du droit. Autrement, ces auditions sont valables. Et Maître Séraphin Sommet de dénoncer une tentative de décrédibilisation de l'institution judiciaire et une stratégie qui consiste à rechercher l'impunité totale. Après le soldat Amadou Zongo, c'est au tour du sergent Yaya Guiré, mécanicien spécialisé de l'ex-RSP, de se présenter au tribunal et de répondre des chefs d'accusation de meurtre, de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État et de coups et blessures volontaires. Et comme la plupart de ses prédécesseurs à la barre, il plaide non coupable. Selon sa version des faits, dans la soirée du 17 septembre 2015, il reçoit un appel lui enjoignant de rejoindre le camp. À son arrivée, poursuit-il, il constate le cambriolage de son bureau et la disparition de plusieurs véhicules du régiment de sécurité présidentielle dont il a la charge. Des véhicules qu'il retrouvera au carré d'armes du camp Nabakoum 2, armés de RPG-7 et de fusils mitrailleurs. Il prend alors la mesure de la situation. Mais difficile, constate le mécanicien, de se mettre en retrait de cette situation au regard des menaces qui pesaient sur lui. Et quand on lui demande qui serait à l'origine de ce cambriolage, il indexe le sergent-chef Roger Koussoubé alias le Touareg, qui à ses yeux commandait à cette période critique les éléments les plus agités du régiment de sécurité présidentielle. Son audition se poursuit ce vendredi à partir de 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Il faut sauver le karité. L'arbre est menacé d'extinction selon les acteurs de la filière. Avec l'appui de l'ONG TreeAid, ils ont identifié les causes de cette menace sur les karités au Burkina. Il s'agit entre autres de la coupe abusive du bois, mais aussi et surtout de la faiblesse dans l'application des réglementations et du vieillissement du peuplement du karité. Un cri de cœur lancé depuis Léo dans la Sicile, Issa Kafando et Ismaël Diloma Sirima. Les arbres de karité du Burkina se meurent et cela a atteint un seuil critique selon l'ONG TreeAid. Des chiffres du Centre pour la gouvernance forestière montrent qu'en 1960, on comptait plus de 200 pieds de karité par hectare. Et de nos jours, on compte moins de 11 pieds par hectare. Il faut ensuite que ceux qui sont chargés des contrôles soient sans complaisance. On l'a dit, le karité est une espèce intégralement protégée. Et il ne faut pas se cacher devant de faux fuyants tels que cet arbre-là est mort, donc je peux le couper. Même mort, on ne doit pas le couper. Le Centre pour la gouvernance forestière appelle aussi les collectivités territoriales à plus d'implication. En amont, nous avons ici décidé de créer nos propres forêts au niveau de la commune, au niveau des 19 villages. On va créer des entités déjà qu'on va classer. Je crois qu'on va planter des karités. Et l'ONG TreeAid de soutenir que grâce aux chercheurs burkinabés, il est possible de planter du karité qui va produire en 3 ans.
Nous avons en 2017 procédé en fait au semis direct du karité au niveau de ces parcs. Donc on a semé le karité directement pour que en fait ça puisse pousser et améliorer en fait la productivité au niveau de ces espaces-là. Donc aussi à la pratique de la RNA, c'est-à-dire aider en fait les jeunes pousses déjà à grandir et à devenir en fait des arbres adultes pour produire les noix de karité. Dans cette lutte pour sauver le karité, la fédération Nounouna de Léo veut partager son expérience avec d'autres provinces. Allons à présent à l'école de l'art. Plusieurs artistes, musiciens et plasticiens sont à l'assaut de 3 diplômes depuis ce 24 juillet. Les examens artistiques organisés par le département en charge de la culture visent à davantage professionnaliser et crédibiliser nos artistes. La cérémonie de lancement avec Lassina Ouattara et Pascal Canet. Et c'est parti pour les examens artistiques nationaux en musique et arts plastiques. 65 candidats partent à l'assaut de la certification dans leur domaine d'activité. Sœur Nicole Kabori est artiste musicienne. Elle maîtrise les notes musicales à la perfection, mais elle ne dispose d'aucun papier justifiant ses connaissances dans les domaines. Elle espère qu'avec cet examen, elle aura désormais la qualification nécessaire pour pratiquer aisément son art, mais aussi le transmettre. La pratique, je l'ai déjà. Mais je voudrais quand même avoir un certificat qui me permette de dispenser, de donner, partager les connaissances que j'ai déjà avec les autres, c'est ça. L'organisation de cette 4e session des examens artistiques nationaux tient de la volonté des responsables du ministère de la Culture de professionnaliser le secteur. La qualification professionnelle ouvre d'autres horizons aux praticiens. Il ne s'agit pas de dire que bon, forcément c'est pour en faire des fonctionnaires ou pas, mais c'est de voir comment en tant qu'acteur du développement, le ministère peut les appuyer dans des projets porteurs aussi pour aller plus en avant. Depuis l'année 2015, se sont installés non seulement la volonté, mais la vision globale de permettre à nos artistes d'être réhabilités, ne serait-ce qu'à titre honorifique, même déjà. Vous vous imaginez tellement ils sont nombreux à se mettre dans les arts, mais très peu ont un diplôme. Les candidats de cette session viennent essentiellement des écoles et centres de formation artistique, mais il y a aussi des candidats libres. À des milliers de kilomètres de leur patrie, la communauté égyptienne au Burkina a commémoré le 66e anniversaire de la fête nationale. Chaque 23 juillet marque la victoire du peuple égyptien sur la monarchie. Et cette année, l'histoire récente du Burkina et de ce pays situé dans le nord-est de l'Afrique a été rappelée. Retour sur cette soirée avec Jean-Eudes Bayala et Nyarkiteda. Toutes mobilisées à l'ambassade de l'Égypte, les communautés égyptiennes et burkinabés commémorent à l'unisson le 66e anniversaire de la fête nationale de l'Égypte. C'est une fête qui rappelle la révolution du 23 juillet 1952 en Égypte, un événement historique et qui marque la chute de la monarchie et le passage à la République. Il y avait une colonisation anglaise qui ont été déguerpies par un soulèvement populaire et à travers cela il y a eu la République. Et aussi cette période a été marquée par le renforcement des relations entre l'Égypte et ses pays frères du même continent africain. La célébration du 66e anniversaire donne l'occasion d'évoquer la relation bilatérale entre l'Égypte et le Burkina Faso. Et selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères, cette coopération est au mieux de sa forme. La coopération entre le Burkina Faso et l'Égypte est une coopération qui se porte très bien. En témoigne donc la relation privilégiée entre les deux chefs d'État et c'est une coopération aussi avec des choses concrètes. Donc nous disons merci à l'Égypte pour ce beau geste au niveau du G5 Sahel et nous disons merci également pour tout ce qui est fait au niveau bilatéral. Après la révolution de juillet 1952, il aurait fallu attendre encore 63 ans pour que le peuple égyptien se soulève à nouveau contre le gouvernement théocratique en 2015 pour proposer des réformes. De nos jours, l'Égypte compte 91 millions d'habitants. Il est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie. L'actualité, c'est aussi au Laos, en Asie du Sud-Est. Un barrage hydroélectrique en construction a cédé
déversant des milliards de mètres cubes d'eau. 6 villages ont été entièrement engloutis, causant la vie à une vingtaine de personnes. 131 autres sont portés disparus selon l'agence de presse officielle du régime. Plusieurs dizaines de barrages sont actuellement en construction au Laos qui exporte la majeure partie de son énergie hydroélectrique vers les pays voisins, notamment la Thaïlande. Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues après l'effondrement d'un barrage dans le sud-est du Laos. Le barrage était en construction sur un affluent du Mekong dans la province d'Atapeu. Des milliards de mètres cubes d'eau ont submergé au moins 6 villages et laissent des milliers de personnes sans abri. Le drame a eu lieu lundi soir et les autorités sont toujours en train d'évaluer l'ampleur de la catastrophe. Selon l'entreprise responsable du barrage, les pluies continues ont fait s'accumuler d'importantes quantités d'eau dans le réservoir et sont à l'origine de l'effondrement. Entre 10 et 20 barrages sont actuellement en construction au Laos le long du Mekong. La plupart sont financés par la Chine. L'énergie hydroélectrique constitue l'une des principales sources de revenus du Laos. Le coup de filet réalisé par la police nationale dans la journée du 24 juillet est relaté dans les quotidiens du jour. Il revient également sur une attaque essuyée par la brigade de la gendarmerie de Madjakwali. La revue de presse avec Abdul Rasmane Zongo. C'est un gang non-stop, c'est-à-dire qui dépouillait et tuait sans limite. Eh bien, la police nationale lui a fixé maintenant un stop, une limite. Et le journal Le Pays s'en contente logiquement avec ce titre, Bolibana, ou fin de cavale du gang, de Amado Compaoré du nom de son cerveau. Aujourd'hui, au Faso saisit également cette heureuse balle au bon et s'en délecte à son tour en ces termes. Les assassins du policier Stéphane Tiemtoré interpellés. L'assistant de police explique ou se souvient tristement aujourd'hui au Faso avait été mortellement touché par 3 balles de ce gang, un gang aussi auteur de nombreux cambriolages à domicile et dans les auberges. C'est un gang mixte, précise l'observateur, constitué d'hommes, notamment de repris de justice, mais aussi de femmes, d'une mère, d'une grande sœur et d'une épouse. Le butin retrouvé, ajoute Le Pays, est constitué entre autres d'armes, de motos et d'un véhicule, non comptant les fortes sommes pécuniaires arrachées ou extorquées au cours de ces actes de banditisme. Et justement, entre le grand banditisme et le terrorisme, il n'y a pas un grand pas. La brigade nationale de gendarmerie de Madjakwali, affiche Sidwaya, a été victime d'une attaque terroriste dans la nuit du lundi à mardi et faisant un blessé côté Pandore. Une attaque terroriste qui fait office de représailles, car, en effet, selon notre confrère du journal Sidwaya, les assassins cherchaient à libérer 14 présumés terroristes qui, aux dernières nouvelles, rapportent les éditions Le Pays, ont été transférés dans une autre prison. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.